Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un peu particulière puisque je reçois le journaliste Laurent Braillard qui se trouve dans le Donbass depuis maintenant plusieurs années car depuis 2015, il réalise une enquête sur les crimes de guerre de la guerre russo-ukrainienne à travers des témoignages poignants, notamment de persécutés par le SBU. Laurent Braillard nous livre en exclusivité des morceaux de ces témoignages poignants recueillis entre 2015 et 2025. Monsieur Braillard, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Bonjour à vous et merci une nouvelle fois de l'invitation, évidemment. C'est toujours un plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un petit peu différente de d'habitude, une émission un peu spéciale, puisque vous réalisez en ce moment même encore une enquête de terrain, et ce depuis plusieurs années, dans le Donbass, mais pas seulement. Est-ce que justement vous pouvez déjà commencer par nous parler un petit peu de ce projet, de cette enquête, en quoi elle consiste et comment vous est venue l'envie de la faire en fait? C'est une de mes spécialités parmi les plus connues, c'est-à-dire la police politique d'Ukraine, les répressions politiques, ainsi que quelque part aussi par effet domino, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et tout ce qui va autour de ça par rapport à cette guerre. Ça a commencé en 2015 quand je suis arrivé dans le Donbass pour la première fois. Quand par un pur hasard, j'ai rencontré un premier torturé de la police politique, le SBU. Je l'appelle comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre pour moi nom. En fait, le réel nom, c'est Service de sécurité de l'Ukraine, mais c'est réellement une police politique type Gestapo, Dina, Securitate roumaine, etc., Stasi, voilà, ou la Tchéka soviétique. Donc voilà, donc je suis tombé sur un premier torturé et donc à partir de là, j'ai décidé de me lancer dans la recherche d'autres témoins, d'autres survivants. Et je vais expliquer comment j'ai eu accès à eux, parce qu'on peut se dire, mais comment c'est possible? Moi, ça, je vais l'expliquer. Et depuis, ça, voilà, j'ai pensé que c'était quand même un point central hyper important, très important, totalement méconnu en Occident, et qui montre un visage de l'Ukraine vraiment affreux, horrible, terrible, et qu'il est nécessaire donc de raconter massivement au plus grand public, et dans l'idée aussi qu'un jour ces gens, bien sûr, soient passés devant des tribunaux, soient jugés, parce que vraiment, ce qui se passe ici est absolument terrifiant. Mmh. Justement, tout au long de votre enquête, vous avez recueilli de nombreux témoignages. Le premier donc en 2015 et le dernier il y a quelques jours seulement. Oui. Vous avez raconté donc que vous avez rencontré des persécutés par la SBU, mais aussi des victimes de répression ou de guerres religieuses. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que contiennent ces témoignages sans trop en dévoiler, mais ce à quoi vous avez été confrontés lors de ces témoignages? Vous avez déjà évoqué un peu les 4 axes. Le premier, c'est donc les tortures et les répressions politiques via le SBU, donc des gens qui sont arrêtés pour leurs opinions politiques, pour leur résistance dans le Donbass ou dans des villes d'Ukraine. Pas seulement le Donbass, hein. Donc il y a des témoins qui viennent de Dnipropetrovsk, de Kharkov, de Kiev, de Zaporogie, d'Odessa, etc. Et le deuxième axe, c'est les crimes de guerre. Donc, c'est ces unités ukrainiennes de représailles qui ont été envoyées dès 2014 dans le Donbass et qui ont commis des atrocités contre les civils, notamment le massacre de Communard. Je suis un peu quasiment le seul à en parler, mais les Russes en ont parlé beaucoup. Mais je parle ici dans le monde occidental. Donc, des actes de, enfin, on peut pas dire de guerre, mais pendant les premières opérations, des tueries qui visaient les civils. Voilà. Le troisième, vous l'avez évoqué, c'est les persécutions religieuses. Donc, des persécutions menées par divers, alors soit par l'armée ukrainienne, mais aussi par le SBU, dans l'idée qu'il y a eu un schisme du patriarcat de Kiev au début des années 90, qui se sépare du patriarcat de Moscou. Et dans l'idée ukrainienne, les tenants du patriarcat de Moscou sont des ennemis et doivent être détruits, donc avec capture d'églises, assassinat de prêtres, torture. Bombardement aussi parce qu'ils ont, quand ils n'ont pas pu atteindre ces lieux religieux, ils les ont bombardés pour les détruire. Il y a pas mal d'exemples. Et puis du côté des Uniates, les Uniates, ce sont des gréco-catholiques qui sont de l'ouest de l'Ukraine, qui sont rattachés à la papauté depuis très longtemps et qui sont dans cette guerre de religion qui date de très longtemps, du temps de la Pologne, voilà, et qui sont vraiment dans un conflit religieux. Et puis en quatrième lieu, on pourrait citer simplement les actes
comment expliquer ça? Les assassinats, etc., politiques, là, on va encore plus loin dans les répressions et qui ne sont pas forcément que du SBU. Derrière, il peut y avoir des services occidentaux, mais ça, aujourd'hui, on n'en parlera pas. On va parler seulement des 3 premiers. Voilà. Alors, pour les témoignages, qu'est-ce qu'ils contiennent? Si on prend le premier pavé, c'est-à-dire le SBU, ce sont des gens qui ont, au départ, lutté contre le Maïdan dans des manifestations paisibles, hein, des manifestations pacifiques, pour lutter contre le Maïdan, dire qu'ils n'en voulaient pas, dire qu'ils ne voulaient pas de l'Union européenne, dire qu'ils ne voulaient pas de l'OTAN, dire qu'ils voulaient simplement, par exemple, être russes, d'où le référendum de 2014, du 11 mai, à Lugansk et à Donetsk, et à Mariupol, par effet domino, de tous ces gens qui refusaient finalement le Maïdan, cette révolution qui est un coup d'État, et qui avaient voté par ailleurs très souvent pour Yanukovych, qui était pour eux une garantie de la langue russe, de leur culture, de pouvoir fêter le 9 mai, qui est l'anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie, parce que c'est interdit en Ukraine maintenant, et garder finalement leur nature, leur culture, etc., et qui n'étaient pas forcément à l'époque finalement dans l'idée de séparation de l'Ukraine, mais qui voulaient des garanties dans cette Ukraine. Donc voilà, ils ont été arrêtés. C'est vraiment des histoires comme la résistance française de 1940-44, des gens qui soit ont résisté simplement par des manifestations, et ensuite ils ont commencé de prendre les armes, hein. Donc il y a eu une résistance de renseignement, une résistance aussi de sabotage, de coups de main, vraiment comme la résistance. Donc évidemment, l'Ukraine avait à l'époque, je l'ai déjà raconté, instauré une opération dans le Donbass qui s'appelle l'opération ATO de 2014 à 2016, puis après elle a été réformée. L'opération, elle vise à dire que dans le Donbass, il n'y a pas des séparatistes, mais des terroristes. C'est une opération anti-terrorisme. Donc en fait, finalement, grâce à la Rada et ses lois, ses oukases, ils ont déshumanisé cette résistance. Et d'ailleurs, c'est le mot employé par les Allemands en France. Les résistants ne sont pas des résistants, ce sont des terroristes. Alors, derrière le mot terroriste, vous comprenez bien que la loi tombe et qui rentrait sous une loi d'exception avec des tribunaux d'exception, et que donc le terroriste, on peut tout lui faire, on peut le tuer, on peut le torturer, etc. Et voilà comment ça a démarré quand je suis tombé sur ce premier témoin. Alors comment j'ai pu avoir accès à eux, ça c'est important, c'est qu'ils ont été, pour une partie d'entre eux, échangés. Et c'est donc après ces échanges, quand ils ont donc été libérés et échangés contre des Ukrainiens, donc à partir de 2014, hein, les premiers échanges interviennent dès septembre 2014. Et donc ces gens ensuite, arrivés ici, eh bien il y en a certains, pas tous, hein, qui ont voulu témoigner. Beaucoup n'ont pas voulu témoigner à l'époque à visage découvert parce que leur famille se trouvait en Ukraine et qu'ils avaient vraiment très peur des conséquences pour leur famille, parce que les pressions, on va le raconter, se sont faites aussi sur les familles. Ça, c'est une idée allemande inventée pendant l'Allemagne nazie, et qu'on a vu aussi en Union soviétique dans les heures sombres de l'époque stalinienne, où la famille est elle aussi responsable, est tenue responsable et donc coupable des actes, par exemple, du père, du fils, etc. Donc ça c'est assez terrible. Ça a permis à l'Ukraine de cacher grandement ces faits-là. L'OSCE n'a évidemment rien fait. Les associations internationales, dont Amnesty International, ont au départ un peu écrit là-dessus, mais ça s'est vite terminé dès 2016. L'ambassade du Royaume-Uni à Kiev avait diligenté une enquête, mais tout ça a été très rapidement mis sur le tapis, et dès 2017, en fait, tout ça, voilà, il y a une omerta complète, sans faire de jeu de mots avec l'émission, et tout ça, voilà, est passé sous silence. C'est dramatique parce que, alors voilà, j'en ai rencontré à peu près 35 depuis lors, dans tous les cas que j'ai cités, dont une bonne partie quand même du SBU. Vous parlez de tout ça qui a été passé sous silence. Justement, comment est-ce que vous vivez, vous, un petit peu la comparaison des témoignages que vous voyez sur le terrain, de la confrontation aussi aux crimes côté ukrainien, enfin commis par les Ukrainiens, et ce qui est dit en fait dans les médias occidentaux où on n'a qu'un son de cloche et qu'il y a beaucoup de choses finalement qui sont censurées en fait de l'autre côté.
On est dans une situation complètement inversée. Je vais quand même raconter là maintenant un peu ce qu'ils faisaient à ces gens, et ils font toujours. La technique, c'est déjà, alors il faut le savoir que le premier torturé, il s'appelait Olek. J'ai interviewé sa femme aussi, parce qu'elle était présente lors de son arrestation, qui a eu lieu à son domicile. C'était 5 hommes, donc avec des uniformes du SBU, enfin voilà, du ministère de l'Intérieur, et 4 ne parlaient pas du tout ukrainien, mais que l'anglais. Donc comprendre, et ces gens-là ont participé à sa torture. Il faut relier ça à Guantanamo, il faut relier ça aux travaux de la CIA sur la torture. C'est un instrument de pouvoir, de terreur, qui a été utilisé dans de nombreux pays. Bon, on peut même citer la France avec la période révolutionnaire, où la torture, la terreur sont une arme de pouvoir qui permet de maintenir une population dans le silence et de faire taire les autres et d'effrayer tous les autres qui auraient des velléités de résistance. Donc ça a été vraiment employé comme ça, et les Américains, parce que là on parle d'eux, hein, sont venus leur apprendre quelque part des techniques un peu plus voilà, avancées. Alors les tortures, c'est quoi? C'est donc enfin, celui que j'ai interviewé qui a subi le plus longuement des tortures, c'est 10 jours. 10 jours où l'homme n'est pas nourri, on l'empêche de dormir, il est enfermé dans des lieux où il n'y a pas de lit, où il n'y a pas de toilette. Donc la personne se défèque dessus, il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a rien. Donc on le réduit vraiment, enfin, on l'humilie au plus profond. Il a cette personne-là qui est restée 10 jours, qui s'appelle Vitali, que j'ai interviewé en 2015 et il n'y a pas longtemps, parce qu'il a accepté de témoigner devant la caméra. Est resté 10 jours avec un sac sur la tête. Donc c'est l'aspect cognitif de la personne est brouillé. Ils voient rien, donc ça rajoute de la peur. Bien sûr, là, bien sûr, quand on vous empêche d'utiliser vos sens, quand on vous affame, et puis bien sûr, vous empêchez de dormir pour vous fatiguer. Et ensuite, en fait, pas vraiment de questions précises. C'est des questions qui sont toujours la même. On sait qui tu es, raconte-nous tout. Et dans l'idée aussi de donner les camarades, les résistants, et parfois et très souvent, d'accuser le coupable de faits qu'il n'a jamais commis, dans l'idée de le charger un peu plus et de lui faire signer des documents qui ne sont pas la réalité des actions qu'il a commis, enfin, si on peut dire commettre, en tout cas réaliser contre l'Ukraine. Mm. Donc c'est absolument terrible. Et, ça peut être aussi, ils sont souvent enfermés longuement, donc ça commence par le SBU, et comme à l'époque et toujours maintenant, il y a cette opération, le terroriste, entre guillemets, il n'a aucun droit. Alors c'est assez marrant parce qu'à Mariupol, par exemple, le tribunal était juste en face de l'état-major du SBU. Donc ils étaient emmenés dans ce tribunal, et les jugements qui ont eu lieu se faisaient entre 15 minutes et 45 minutes maximum. 15 minutes avec un avocat commis d'office qui en fait était là juste quelque part pour dire qu'il y avait un avocat, mais sans moyen de défense. Et ensuite, ces gens étaient condamnés pour des faits parfois farfelus. Des fois d'ailleurs pour simplement des faits, des crimes de droit commun. Par exemple, association de malfaiteurs en bande organisée. Pour en plus, quelque part, nier leur résistance. Ils deviennent simplement des bandits ou des terroristes. Et donc, ils tombent sous. Et là, ils étaient obligés de signer des déclarations. Alors, tous n'ont pas signé. Il y en a un, Vitali, au bout de 10 jours, il ne pouvait plus tenir un crayon parce qu'il avait été tellement torturé. Alors, la torture, c'est pendu au plafond, une barre glisse, alors attaché en permanence avec des menottes qui vous scient les mains, donc ce qui explique qu'après, ils ne peuvent plus les bouger. Des coups sur les articulations avec des fourrettes perceuses, la torture de l'entonnoir avec des litres et des litres d'eau. Donc là, on est sur des techniques moyenâgeuses, c'est absolument terrifiant. Beaucoup de coups, évidemment, des positions où on vous contraint, par exemple, il y en a un, on l'a contraint d'être à genoux sur une bordure de trottoir, là c'était dans la rue, pendant, je ne sais plus, 10-12 heures. Donc imaginez, essayez de rester sur un trottoir, les genoux appuyés sur la bordure, vous allez voir que très très vite, bon voilà, les douleurs sont très fortes. Toutes sortes de tortures de ce genre, torture psychologique.
Il y a le témoignage de Larissa Gourina de Kharkov. Elle, c'est une femme refusant de parler, eh bien, ils ont arrêté son fils qui avait à l'époque 18 ou 10 ou 19 ou 20 ans. Ils l'ont battue, mais à un tel point qu'elle ne pouvait plus le reconnaître. Et ils l'ont battue devant elle jusqu'à qu'elle parle, jusqu'à qu'elle dise tout ce qu'ils voulaient, même les choses qu'elle n'avait pas commises. Par exemple, dans son cas, ils ont glissé une grenade dans une botte dans l'entrée, dans le corridor, et en me disant: «Ah, tu vois, tu es une terroriste, on a trouvé une grenade». Mais elle n'a jamais eu de grenade, c'est une pauvre femme qui certes était anti-Maïdan, qui certes était dans les manifestations, mais voilà. Donc après, ce qui est terrible, c'est qu'une fois jugés, une partie d'entre eux ont effectivement été emmenés dans des prisons, on appelle ça CISO, donc des prisons communes, normales, on va dire, mais une partie d'entre eux ont été emmenés dans des prisons secrètes. Alors ça, c'est un truc qui est absolument terrifiant. J'en ai identifié au moins 5, notamment à Mariupol, à Kharkov, à Zaporozhye, à Kiev et à Dnipropetrovsk. C'est des prisons où, en fait, la Croix-Rouge, l'OSCE ou l'ONU, enfin des organisations de droits de l'homme n'avaient pas accès, et où étaient enfermés ces prisonniers politiques. J'ai le témoignage justement de Vitali. Lui, il est resté 1 an dans une prison, et Oleg aussi, le premier que j'ai interviewé, lui, il était à Zaporozhye. Si vous voulez, on ne prévient pas votre famille. C'est-à-dire que vous êtes enfermé pour le plus long, c'est Oleg, 14 mois. Votre famille ne sait pas ce que vous êtes devenu, ne sait pas où vous êtes, vous ne pouvez pas leur parler, ils ne savent rien. Donc cette famille, en plus, est dans un stress absolument démentiel, parce qu'ils s'imaginent qu'il a été assassiné, hein, c'est assez évident. Et d'ailleurs, certains ont été assassinés. Il y a des témoignages de fusillades dans les caves, etc. C'est absolument terrible. D'ailleurs, j'ai visité une de ces caves, il y avait les impacts de balles sur le mur où ils fusillaient les gens. Donc ça, c'est à Mariupol, dans une cave. Donc il y a toujours des simulacres de fusillade aussi. Ça, c'est le témoignage d'une dame qui s'appelle Alexandra, où on a fait semblant de la fusiller plusieurs fois. Ce qui est absolument terrible. Là, on est, je ne sais pas comment, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est à peu près les mêmes techniques. Et on est vraiment au fond de l'humanité, au fond du caniveau de l'humanité, dans l'enfer absolu. Alors imaginez, voilà, Oleg, 14 mois dans cette prison. Alors il faut dire que Oleg et aussi Vitali m'ont raconté que la geôle, il n'y a pas de toilette, il y a un seau, il y a des grabats, enfin des matelas, mais ils étaient par exemple, pour Vitali, ils étaient 16 dans une pièce qui faisait à peu près 12 mètres carrés. Donc imaginez, vous êtes empilés là-dedans, vous ne pouvez pas sortir, on ne vous promène pas, vous prenez une douche, là, ils vous sortaient pour quand même vous laviez parce que ça devenait infernal, tous les mois peut-être. Donc vous êtes dans la crasse, et surtout ces gens sont arrêtés et on leur donne pas de vêtements, ils sont avec ce qu'ils ont sur le dos. Donc certains sont par exemple tirés du lit, par exemple la petite Alexandra, en fait, elle était en chemise de nuit. Donc elle, dans certains cas comme pour Alexandra, ils leur ont fait prendre des drogues. Elle parle de piqûres, elle parle d'une boisson. Dans d'autres cas, on a fait des chantages à la nourriture. Alexandra, elle, dans son cas, elle ne mange pas pendant 19 jours. Donc c'est derrière le chantage à la nourriture. Aussi, dans certains cas, ce chantage à la nourriture, ces gens avaient peur d'être empoisonnés. Ils s'imaginaient que c'était possible que les Ukrainiens, tellement la violence était brute, qu'on puisse s'en débarrasser. Alors ils refusaient de manger, s'imaginant que peut-être c'était empoisonné. Donc tout ça est terrible, c'est vraiment incroyable. Dans ces prisons-là secrètes, donc il faut s'imaginer. Alors il y en a une, j'ai un témoignage, je me souviens plus son nom, mais ça me reviendra, enfin c'est pas grave. Dans son cas à lui, c'était dans une prison officielle de l'Ukraine. Il y avait une visite, par exemple, de la Croix-Rouge, parce que l'OSCE et tout ça ont motivé quand même des visites pour voir un peu ce qui se passait autour de ces répressions. Et là, le prisonnier me raconte qu'une nuit, on leur intime de descendre, on les fout à la cave et ils ont appris plus tard qu'il y avait une visite. Donc quelque part, ces observateurs étrangers visitent la prison, tout se passe bien. Il y a des prisonniers sont dans des geôles, mais ils ne sont pas empilés à 15 ou 16 dans quelques mètres carrés, et tout va très bien. En fait, il les a mis à la cave le temps que cette visite se passe. Donc ce sont tous ces témoignages. Alors ce qui est terrible, c'est que dans l'échange, l'ONU les a débriefés, ainsi que la Croix-Rouge, mais que ces deux institutions ont caché la vérité. J'ai le nom d'une Suissesse qui s'appelle Charlene Franz,
qui a entendu une partie des témoignages que j'ai entendus, enfin ceux que j'ai fait en 2015-2016. J'ai tenté de l'appeler, de lui parler, de parler à la Croix-Rouge, on m'a fermé la porte partout. Et un des torturés m'a donné la carte de visite, je l'ai donnée à des Italiens, je me souviens plus son nom, c'est un Français de l'ONU. Donc il a aussi entendu ces témoignages, et quand j'ai voulu l'appeler, eh bien, il était en vacances, ensuite il n'était pas là, ensuite il voulait pas me parler, et ensuite j'avais qu'à m'adresser à l'ONU. Donc c'est pour dire qu'en plus, non seulement ils ont été torturés, mais tout ça a été nié et caché, et qu'en fait en Occident, il y a des gens qui savent, et qui ont couvert en fait ces tortures, et qui font partie d'organisations internationales. La Croix-Rouge, quand même, enfin voilà, on est, admettons que l'ONU, voilà, ce soit des gens, voilà, qui supportent l'Ukraine, etc. Mais la Croix-Rouge, on pouvait attendre de la Croix-Rouge autre chose que le silence terrible par rapport à ces gens-là. Hmm. Bon, vous avez été de toute façon confronté à des témoignages difficiles, vous avez sûrement fait des rencontres très poignantes. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a le plus marqué qu'un autre? Alors j'imagine que c'est difficile de choisir parmi tout ce que vous avez dû entendre, mais si vous en avez un, lequel c'est et pourquoi? Il y en a deux, c'est celle d'Alexandra, parce qu'Alexandre, et puis celui d'Oleg. Alexandra, donc elle est arrêtée par des sbires du Pravi Sector, hein. C'est un bataillon de cette unité, donc le corps des volontaires ukrainiens créé par Yarosh en 2014. C'est donc des, entre guillemets, des soldats, et elle est emmenée dans cet état-major où, voilà. Et elle, on va lui arracher les ongles, on va lui casser les dents, on va la droguer. Et elle, il y a aussi elle raconte qu'il y a une jeune femme qui est enfermée dans une salle et qui sert d'objet sexuel. Elle l'avait définie comme une sniper, donc du Donbass, et elle demandait à ce qu'on l'achève. Et elle dit que de toute façon, il y avait des fusillades dans cet endroit, qu'il y avait des gens qui étaient tués. Et elle a cru, elle m'a dit de manière assez drôle, parce que ce qui est terrible, c'est qu'elle avait mon âge. Et quand je l'ai vue, elle m'a dit l'âge qu'elle avait. Je ne l'ai pas cru. Donc à l'époque, j'avais 43 ans. Elle me dit que je ne me rappelle plus, 42 ou 43 ou 44, à peu près comme moi. Mais je lui donnais 65 ans. Et il a fallu qu'elle me montre sa photo d'identité pour me dire, voilà comment j'étais quand j'ai été arrêté. Donc ongles arrachés, tout ça, là, on est vraiment au pire du pire. Et c'est une femme en plus. Oleg, c'est le fait que lui, j'ai dû l'interroger à 3 reprises, et c'est sa femme qui finissait les phrases. Sa femme a assisté à son arrestation et pendant 14 mois n'a pas su ce qu'il était devenu. Et elle s'est enfuie. Parce que derrière ces gens, dans la rue, il y avait par exemple une personne qui s'approchait et qui les menaçait en disant: «Toi, faut que tu partes, il va t'arriver malheur». Et c'était encore des pressions du SBU derrière sur les familles. Et donc évidemment, cette pauvre femme s'est enfuie. Donc en plus, ils ont tout perdu. Ça, c'est absolument terrible. Madame Gourina à Kharkov, ils voulaient lui faire signer un papier pour qu'elle cède son appartement à un des gars du SBU. Ça allait jusque-là. En plus, les dépouiller de tout, de toute humanité, mais de tous leurs biens, mais de tout. C'est absolument incroyable. Pour Oleg, il tremblait parce que 14 mois, c'est celui qui a été enfermé le plus longuement, c'est celui qui a été torturé le plus longuement, et il était brisé. Et c'était très difficile pour lui de finir. Il était presque dans l'incapacité de me raconter ce qu'il avait subi parce qu'il le revivait. Et c'est sa femme qui finissait les paroles. Et sa femme me disait: on arrête tout, on reprendra plus tard. Et hop, je suis revenu 3 fois, et à chaque fois, c'était absolument terrifiant. Parce que cet homme, qui était plus jeune que moi, qui avait, je sais pas, 35 ans, était complètement brisé. Lui, vraiment, il lui avait fait tellement mal que, dans sa tête et jusqu'à la fin de ses jours, à mon avis, il y a quelque chose qui s'est cassé tellement la violence était grande. Et ce qui est assez, poignant à raconter, c'est qu'ils avaient refusé de me rencontrer, dans le quartier où ils habitaient, ni même dans un endroit, c'était dans un parc pour enfants, dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que si je filmais, photographiais ou quoi que ce soit, les Ukrainiens puissent reconnaître l'endroit et puissent revenir le chercher. Tellement la peur viscérale était grande, qu'on puisse le retrouver parce qu'il avait, parlé, et parce que dans pas mal des cas, notamment c'est le cas de Natalia, dont j'ai pas encore parlé. Elle, quand elle est échangée,
les Ukrainiens la menacent en disant: «Si tu racontes ce que tu sais, on va te retrouver», et en citant l'adresse de ses enfants, où sont ses enfants, qui sont ses enfants, et cetera. Ça, c'est absolument délirant. On est, on et je me souviens que dans l'échange, elle dit, donc on est pour dans son cas, on est, de mémoire, on est, je crois, en janvier, oui, on est en janvier 2015 ou décembre 2014. Non, pardon, en septembre 2014, c'est un des premiers échanges. On lui dit: «Si jamais dans l'échange, les Ukrainiens qui vont nous être remis, je vois qu'ils ont été torturés, on vous échangera pas et on va s'occuper de vous». Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, eux, ils ont torturé ces gens, mais si par malheur, les Russes avaient touché à un cheveu de ces gens, alors là, ils allaient les tuer, quoi, et l'échange n'aurait pas lieu. Donc il y a un cynisme, qui est absolument délirant, et ce que je veux dire, c'est que des gens pourraient dire: «Oui, mais il vous a raconté ça et peut-être que tout ça, n'est pas vrai, que ce sont des gens qui sont des menteurs, des acteurs». Mais je peux vous dire que quand on entend ces témoignages et dans les yeux de ces gens, et puis le fait qu'ils soient si nombreux, parce qu'au départ, moi, je me suis interloqué. Quand j'ai trouvé Oleg, je me suis dit: «Bon, il y en a un». Mais quand j'en ai trouvé 5, 10, 20, 30, 35, et que je sais qu'il y en a des centaines, voire des milliers, alors là, c'est carrément un système de gouvernement, de terreur, et qui, était fait pour que l'Ukraine «russe» entre guillemets, les Russes, ou du moins même l'Ukraine dans sa généralité, ne bouge pas le petit doigt, et on sait très bien que ce système de terreur appliqué dans d'autres pays, bon, la Gestapo en Allemagne et cetera, enfin on a cité d'autres. La DINA, par exemple, au Chili, on sait très bien que, les gens, voilà, après, ne bougent plus. Quand votre voisin a été assassiné, dépouillé et cetera, même si vous avez une volonté de résistance, vous commencez à réfléchir à 2 fois. Mmh. Voilà ce qu'est la police politique de l'Ukraine. Ah, vous avez aussi évoqué donc les séquelles physiques et mentales. Vous nous avez aussi dit que vous avez eu des témoignages comme ce torturé dont vous nous avez parlé, que vous avez eu en 2015 et que vous avez revu il y a quelques jours. Quelles évolutions vous voyez à travers les années en fait d'une même personne? Alors lui, Vitali, c'était celui qui racontait les tortures, et pour lui, alors lui, il m'a tout ra c'est celui qui a raconté dans le plus de détails. Lui a été torturé, enfin ça a duré, sur 10 jours, mais avec, entre guillemets «des pauses». Lui, ce qui était terrible, c'est de le voir 9 ans plus tard, et en fait, ses mains sont toujours, handicapées. Il y a toujours une faiblesse. En fait, il lui mettait une barre dans le dos, donc il a les mains attachées dans le dos. La barre, il tirait la barre d'un côté, il le pendait, hein, il tirait la barre d'un côté, il le tirait de l'autre côté pour dans un système un peu d'écartèlement. Depuis, il a toujours des douleurs, terribles, au niveau des épaules et du dos. Dans le cas de Kirill dont j'ai pas parlé, ils l'ont coupé avec un couteau à la main. Il a une main qui, depuis lors, ne fonctionne plus. Il a des doigts qui sont immobilisés. Ils lui ont coupé un tendon, et puis ils lui ont enfoncé un couteau au niveau du genou, et il a des difficultés, par exemple, à marcher. Donc, oui, il y a des en plus des mais je pense que les séquelles sont les plus terribles sont psychologiques, et après ça dépend des personnes. J'admire ces femmes, notamment il y a une petite grand-mère de 74 ans, enfin elle avait 74 ans, de Krasny Liman. Elle a été battue, pendant 3 heures. Ils lui ont cassé les dents, 74 ans, vous imaginez? Mais la force qu'elle avait dans son témoignage était incroyable. Certains d'entre eux, finalement, la foi dans la résistance, dans ce qu'ils faisaient, c'était une cause juste, les supportent jusqu'à présent. Pour d'autres qui ont vraiment subi des violences trop terribles, eh bien, comme Olex, là, il y a un certain effondrement qu'on peut comprendre, hein. Ici, il n'est pas question de juger les gens. Et tous m'ont dit qu'ils ont bien cru que c'était la fin, que c'était terminé. Donc en plus, il y a cette idée de renaissance, je pense, pour un certain nombre d'entre eux, mais en tout cas d'être passé par quelque chose, voilà. Le dernier en date, Michael, a pas voulu me raconter les tortures. Il m'a dit, «Ces derniers mois, je vais pas en parler parce que c'est tellement terrible que je ne veux pas l'affronter de nouveau». Dans certains cas, ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, parce qu'on vous attaque, dans votre,
dans votre intégrité physique, parfois très loin. Dans le cas de Kirill, ils l'ont, et aussi de Vitali, ils ont subi la gégène. Donc, avec des cosses attachées sur les parties génitales ou sur le ventre. Et il y a un aspect aussi dégradant où on vous attaque physiquement dans vos, entre guillemets, ce qui est le plus sensible, le plus précieux, enfin le dernier carré de votre condition, de votre corps. Donc ça, c'est vraiment absolument terrifiant. C'est le résultat. Et enfin, est-ce que vous arrivez à travers tout ça à tirer une morale ou une conclusion un petit peu de votre enquête? Est-ce que vous avez aussi trouvé ce que vous cherchiez en fait en vous lançant dans ce projet? C'est sans fin. Le plus terrible, c'est que je sais qu'à chaque ville qu'on libère, par exemple, quand je suis allé à Krasny Liman, qui est retombé aux mains des Ukrainiens en 2022, eh ben, j'en ai trouvé 3. Et je suis sûr que si j'étais resté 15 jours, j'en aurais trouvé d'autres. Dans chaque ville d'Ukraine, plus on avancera, plus il y en aura. Donc quand je parle de centaines, c'est sans doute des milliers. Alors, plus ou moins réprimés, hein. Il y en a qui ont été, entre guillemets, torturés moins que d'autres. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que c'est horrible de dire ça. Mais en fait, c'est sans fin. C'est ça qui est horrible, c'est qu'il y a des milliers de criminels. Le défi, en fait, c'est pour l'avenir d'arriver à sortir ça dans l'opinion publique internationale et ensuite d'en faire quelque chose pour que on juge ces gens, on juge le régime et les responsables, et qu'enfin, finalement, quelque part, là, ce qui est terrible, c'est qu'on s'était dit, voilà, il y a eu Nuremberg, il y a eu l'Allemagne nazie, etc. Eh ben non, en Amérique du Sud, on a eu encore le Chili, etc. Guantanamo, etc. C'est quelque chose qu'on n'arrêtera jamais, j'en suis persuadé, mais au moins, pour ce cas-là, ce qui est terrible, c'est que ce cas-là est nié par l'Occident, mais complètement nié. Au moins, si vous voulez, l'Allemagne nazie, etc., c'était entendu, tout le monde a accepté cette idée, même les Allemands, même si c'était difficile pour eux. Pareil pour le Chili. Voilà, Pinochet va être jugé, etc. Enfin, voilà, il y a un processus qui se fait où je sais pas, en Afrique, voilà, encore que c'est loin d'être fini dans certains pays d'Afrique, mais on voit que le système international, notamment l'ONU, que je dénonce ici, sont dans l'incapacité, quelque part, de venir régler ce problème-là, et que derrière, en plus, la propagande se mêle à tout ça, avec des accusations inversées. Et je veux terminer là-dessus, c'est-à-dire que, imaginez, vous êtes soldat du Donbass, résistant. Vous allez prendre une ville du Donbass. Vous n'allez pas torturer les gens. C'est vos cousins, c'est vos amis, c'est votre famille, c'est vos concitoyens. Là, c'est l'Ukraine qui vient dans une terre russe et on comprend pourquoi. Voilà, il y a eu cette possibilité-là. Je pense que ce serait possible que dans l'armée russe, ça arrive. Mais il n'y a pas de volonté de la Russie de faire de la terreur une institution. Ils n'en ont pas besoin, en fin de compte. Et c'est pas dans le schéma. La Russie n'a pas besoin de cette terreur. L'Ukraine, elle, en avait besoin parce qu'elle était face à cette insurrection. Et elle a été aidée par les Occidentaux pour la mettre en place. Et aux États-Unis, le débat sur la torture a eu lieu sous Obama. Mais c'est le grand mensonge. Ils ont continué et continuent. Parce que c'est un instrument, encore une fois, voilà, de pouvoir et de lutte. Ce qui a été intéressant pour eux, c'est un laboratoire. Comment combattre une résistance? C'est la raison pour laquelle les bourreaux, comme Klaus Barbie, il faut savoir que Klaus Barbie est enrôlé par la CIA, envoyé donc en Amérique du Sud, et va être un conseiller en torture. Alors officiellement, il est pour la CIA seulement de 47 à 51. Mais il va continuer dans ces régimes qui sont des régimes totalitaires mis en place par les États-Unis. Donc il y a ici une hypocrisie occidentale absolument terrifiante. Il faudra un jour que l'Occident s'y confronte. Et ça, c'est tout le problème de mon enquête qui, de toute façon, est hélas sans fin. On parle de ce silence occidental et est-ce que finalement c'est pas une forme aussi de complicité? Bah, carrément. Là, dans le cas, alors, pour ce que je dis, par exemple, des Américains à Mariupol en 2014, il y a une vidéo, je pense qu'elle est trouvable sur Internet, c'est France 2 ou France 3. Il filme un homme qui est en uniforme ukrainien, il se cache le visage et il dit en anglais
pas le visage, pas le visage, pas le visage. Qu'est-ce que cet anglophone faisait à Mariupol? Ben, vous avez la réponse. Qu'il soit dans un état-major, qu'il soit un instructeur en torture, qu'il soit un instructeur militaire, voilà. L'Occident a fait ce Maïdan, l'Occident a créé ce monstre, et c'est bien la raison pour laquelle les médias et l'Omerta voilà, sont si terribles parce que si jamais l'opinion publique apprenait, et elle l'apprendra un jour, genre dans 20 ans, on dira mais on savait, ah ils étaient trop méchants, etc. Hélas, ça sera dans 20 ans. Mais mon travail, c'est d'essayer quand même qu'il y ait un bout de ce rideau qui soit soulevé. Et c'est peut-être, de mon avis, ici on est dans l'aspect le plus maléfique quelque part de tout ce qui s'est passé en Ukraine. Je ne veux pas parler de satanisme, mais le mal incarné, comme on peut... Nous, on a cru en Occident, voilà, le mal, il s'est arrêté à l'Allemagne nazie, ça ne sera plus jamais. Et ben non. Eh bien, pour terminer un petit peu cette émission, est-ce que vous pourriez définir votre enquête en un seul mot? L'horreur. Je crois L'horreur. que j'ai même eu parfois du mal à... En 2015-2016, ça m'a posé des problèmes. Je parle psychologiquement parlant. Maintenant, je suis armé. J'ai compris, mais ça demande une énergie qui est absolument... Quand on sort de ces interviews, on est laminé. Comme si vous aviez fait un trek dans la forêt pendant des heures et des heures. Vous êtes... ou quelque chose de très dur physiquement ou même psychologiquement. Là, moi, en fait, je vais me coucher. J'ai pas d'autre solution. Mais bon, à force d'en entendre, c'est dur à dire, mais on s'habitue même à l'horreur. C'était dingue, hein, ça. Mais il y a cet aspect de difficulté et qui peut-être aussi fait reculer. Je pense que l'homme a des difficultés à s'affronter lui-même, à se regarder dans le miroir. Or, moi, je vais regarder le miroir finalement commun à tous, et ça, c'est assez terrible. Ça, c'est clair. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qu'on peut ressentir d'une manière générale dans la population occidentale? Est-ce que c'est pas aussi une façon de fermer les yeux sur tout ça, une façon de se préserver des horreurs qui existent réellement, même si c'est très important de s'y confronter? Est-ce que c'est pas une façon de se protéger aussi, de vouloir fermer les yeux sur tout ça? Ah oui, bien sûr. L'Occident est dans sa zone de confort, et puis il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'on va parler par exemple des horreurs de l'Allemagne nazie, ou par exemple aussi des goulags staliniens, des répressions staliniennes. On va parler de Pinochet, du Chili, etc. Mais tout ça est loin et dans le passé. Et oui, il y a un refus par confort, par fainéantise, par complaisance et aussi par difficulté des gens à se dire, mais en fait, mon gouvernement a été coupable de soutien ou voire même d'organisation de ça, si on est américain. Je préfère rien savoir en fin de compte. Et je vais continuer à mettre mon bulletin de vote dans l'urne, et puis je vais retourner dans mon petit confort avec mes petites vacances. Et quelque part, quel intérêt pour moi c'est dans ma vie? C'est terrible ça. Et c'est ce qui permet au bourreau de recommencer. Eh bien, Monsieur Braillard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé tous ces témoignages, ce travail que vous faites depuis plusieurs années, et puis on attend impatiemment de pouvoir voir sa concrétisation. Merci à vous. Je ne sais pas si ça sera concrétisé un jour, mais merci beaucoup à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.